Et puis Dominique Bonin arrivera à 19h15. Alors, merci. Donc, les pouvoirs pour commencer. Monsieur Piédalu qui donne pouvoir à Laurent Huget, Monsieur Mettet à Madame Fardin, Monsieur Berger à Madame Martin-Barlier, Madame Robin à Monsieur Bluteau. Alors, Dominique Bonin à Yveline Thibault, mais le temps de son absence, puisqu'il va arriver à 19h15, il vient de nous le confirmer, normalement. Monsieur Euduin à Monsieur Charpentier, Monsieur Lesage à Madame Bertrand, Madame Parpaillon à Monsieur Charrier, Madame Le Goff à Madame Saurin, je ne sais pas si c'était là. Madame Beau à Monsieur Jules, Monsieur Gendronneau à Nicolas Vanier, Monsieur Gauvreau à Monsieur Guilbault et Monsieur Pelot à Éric Sautreau. Voilà pour les pouvoirs. Ensuite, secrétaire de séance dans la foulée. Alors, comme j'ai pas trop fait attention qui est là, je vais faire. Donc, j'avais en proposition Michel Feuillet, mais je suis pas sûre. Elle est là, Michel ? Elle est là ? Excusez-moi, je n'avais pas fait attention. Martine Joly, je n'ai pas vu. Martine, et puis Marie-Thérèse Guinaud. Si, elle est là aussi. Non, je n'ai pas vu. Ah, si, voilà, je l'ai vu. Donc, soit Michel, soit Marie-Thérèse. Madame Feuillet ? Parfait, très bien. Hop. Merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir ouvrir ce conseil communautaire de reprise après un été pour lequel j'espère que vous avez bien profité, vous êtes bien détendu. Des gros dossiers nous attendent, comme bien sûr, et communes à n'en pas douter. Alors, y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 20 juin 2023 ? Non, très bien, je vous remercie. Ensuite, vous aviez donc la présentation des délégations consenties par le Conseil communautaire, d'une part au bureau communautaire et à moi-même. Est-ce qu'il y a eu des observations ? Non ? Eh bien, c'est parfait. Dans ces cas-là, on va rentrer dans le conseil communautaire précis. Je sais qu'il y a un match ce soir, mais nous allons être super attentifs et ça se passera très bien. On sera prêt pour 21h. Voilà, je vois. On sera prêt. Bon, on est sûr de gagner, donc si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave alors. Allez, on y va. Donc le premier point, c'est donc l'installation d'un nouveau conseiller communautaire. Je vous rappelle, donc on a la commune de l'Aiguillon, la Presqu'île avait une démission en la qualité de Madame Fleur Evenot, et donc il convient de procéder à son remplacement. La commune a donc procédé à une élection en date du 27 juin 2023, et à l'issue du vote, Nicolas Boisseau, qui est donc élu municipal, a été élu pour siéger au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Du coup, je vous propose d'acter l'installation en tant que conseiller communautaire représentant la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île de Nicolas Boisseau. Pas d'opposition. Parfait. Bienvenue Nicolas. Très heureux de vous avoir parmi cette assemblée. Merci. On y va sur le point numéro 2, qui est sur le syndicat mixte Unima. Alors, le premier point, c'est la détermination des modalités de scrutin pour l'élection des délégués. Et je vais vous proposer de renoncer au scrutin secret pour l'élection de ces délégués et donc de passer, si vous le voulez bien, à un vote à main levée. Donc je vous propose de renoncer au scrutin secret pour l'élection des délégués représentant la communauté de communes au sein du syndicat mixte de l'Union des Marais de la Charente-Maritime, l'UNIMA. Y a-t-il des oppositions ? Non ? Très bien. Je vous remercie. Et du coup, on y va directement sur le point numéro 3, qui est donc l'élection des délégués. Alors, pour mémoire, juste un petit rappel sur ce que fait l'UNIMA. Donc, il assure l'acquisition patrimoniale des données, l'alimentation de bases de données, modélisation et mise en place d'un réseau de connaissances techniques des milieux aquatiques et maritimes et de leurs aléas, ainsi que des interactions entre le littoral, le marais et les bassins versants des membres. Donc l'appui pour nous de l'UNIMA est un appui technique au niveau d'ingénierie, un appui administratif et juridique,
un appui à la réalisation des opérations dans le cadre des travaux, et puis un appui à la gestion des ouvrages et réseaux hydrauliques et des ouvrages de protection contre les inondations. Du coup, il convient d'élire 3 délégués titulaires afin de siéger au sein du syndicat mixte UNIMA. Il n'y a pas de délégués suppléants, on est vraiment sur 3 délégués tutélaires. Et je me permets de vous proposer 3 noms. D'abord, les représentants des syndicats, donc Arnaud Charpentier, qui est président d'un syndicat, Jeanne Gandriot, représentant aussi un autre syndicat, et Laurent Huget, puisque c'est lui qui suit plus particulièrement le travail que nous menons aujourd'hui sur la résilience et sur les risques et le retrait du trait de côte, si j'ai fait un peu un résumé. Donc je vous propose voilà, ces 3 personnes pour nous représenter au sein de l'UNIMA. Y a-t-il des questions? Non? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Je vous remercie et voilà, et vous pourrez siéger et nous aider à ce sujet-là. Merci, et puis je passe sans plus tarder la parole à Philippe sur l'habitat. Alors, ça marche, oui. Donc, il s'agit de l'arrêt du projet du programme local de l'habitat. Alors, un petit rappel, on a délibéré pour la première fois le 19 novembre 2020 pour engager une procédure d'élaboration d'un programme local de l'habitat. Donc, pour rappel, c'est 3 ans de procédure. Donc, on est dans les temps, hein, si vous calculez. On a respecté ce qui était prévu au départ. Le plan local de l'habitat n'est pas obligatoire à ce jour, mais l'idée, c'est vraiment de doter Sud-Vendée Littoral d'une véritable stratégie en matière de l'habitat. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement, les tensions autour du logement, et pour essayer d'y répondre au mieux, l'objectif, c'est d'avoir un cadre. Ce plan local de l'habitat donc, va être transmis à l'ensemble des communes membres. Donc, ça va durer 2 mois. Et au mois de décembre, donc on revotera, on va délibérer de nouveau au niveau de la communauté de communes. Hein. Donc on aura l'avis des différentes communes composant Sud-Vendée Littoral. Donc on va voter fin décembre, le 20 je crois, le prochain conseil communautaire. Et du coup, une fois qu'on aura voté, donc en espérant que ça soit un vote favorable, on transmettra aux représentants de l'État, lequel saisira pour avis le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui lui-même aura 2 mois pour se prononcer. Une fois que c'est adopté, ce plan local de l'habitat va s'imposer dans un rapport de compatibilité aux actuels et aux futurs documents de planification urbaine. Je le rappelle, le plan local de l'habitat, il découle du SCOT, par exemple. Il ne peut pas y avoir des contradictions entre les 2 textes. Une fois approuvé, on a un bilan à mi-parcours. Donc un plan local de l'habitat, c'est 6 ans. Donc on fera un bilan au bout de 3 ans, qui sera présenté lors d'un conseil communautaire. On peut même faire des bilans annuels aussi, hein, pour voir un petit peu aussi l'évolution. Et je rappelle que ce plan local de l'habitat, il a été réalisé en collaboration avec les membres de la commission habitat, le conseil de développement, le bureau communautaire, ainsi que les partenaires tels que les collectivités, le département de la Vendée, les services de l'État, les bailleurs sociaux, les associations locales, les habitants à travers des réunions publiques. Donc ce plan local de l'habitat, vous allez recevoir, il est issu d'une large concertation. Et on a pris le temps, pendant 3 ans, à la fois de poser un diagnostic et d'élaborer une stratégie à travers des fiches actions. Alors justement, ce plan local de l'habitat, il se compose de la manière suivante. Donc on a le diagnostic, les orientations. Alors les orientations, vous les avez, hein, il y en a 5. Hein. Donc maintenir des conditions favorables d'attractivité de l'intercommunalité, respectueuses des spécificités du territoire et de la qualité du cadre de vie, diversifier l'offre de logement pour l'adapter aux besoins des ménages et aux évolutions sociétales à venir, valoriser le parc existant occupé et vacant pour le rendre plus attractif et performant, développer un habitat solidaire pour apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques, définir et asseoir le rôle et le positionnement donc de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral comme pilote et fédérateur des interventions habitat.
Après, on a les objectifs de production. Donc l'objectif global de production, il est fixé à 1980 logements occupés en résidence principale sur 6 ans. Ça fait 330 logements par an. Je le rappelle parce que ça a été le sujet de questions et de débats. C'est un objectif. Si vous dépassez l'objectif, au contraire, c'est très bien, hein. Et lorsqu'on fera le bilan à mi-parcours du plan local de l'habitat, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous faites plus de logements, certains un peu moins, du coup, c'est à ça que ça sert en fait le bilan à mi-parcours. Mais ce n'est pas un plafond qu'on ne peut pas dépasser, en aucun cas. Parce que je sais que c'était une question qui a été posée lors de conseils municipaux, ou même certains maires qui m'ont appelé par rapport à ça. Mais ce n'est pas une limite. Donc ça veut dire que les logements au niveau des bassins, c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Parmi ces 1980 logements, le plan local de l'habitat préconise 174 logements locatifs sociaux, donc 29 par an. Et concernant la répartition de la production locative sociale, il a été prévu en fait de préserver les équilibres entre les communes et de renforcer l'offre sur les communes pôles du SCOT. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire que les autres communes qui veulent produire des logements locatifs sociaux, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire. Le programme d'action, donc pour atteindre ces objectifs, le plan local de l'habitat fournit également un ensemble d'actions d'accompagnement à mettre en œuvre. Il y a 14 fiches actions détaillées. Je ne vais pas rentrer dans les 14 fiches actions, à part s'il y a des questions, il n'y a aucun souci. Par exemple, s'appuyer sur un observatoire de l'habitat et du foncier. Par exemple, un cahier de recommandations pédagogiques au niveau de l'habitat, c'est-à-dire quelles formes d'habitat peuvent se faire sur telle ou telle commune, dans le secteur ou juste à côté, pour donner un petit peu des idées en termes d'aménagement du foncier. Ça peut être des aides mises en place pour encourager les bailleurs sociaux à produire des logements locatifs sociaux, notamment des T2, hein. Ça c'est revenu assez régulièrement. Il y a un trou dans la raquette par rapport aux jeunes actifs qui ne trouvent pas en fait, le premier logement là, qui leur permet de rentrer pleinement dans la vie active. Et puis les logements à destination des très modestes. Des aides, par exemple, aussi mises en place pour la production de logements en prêt social. La mise en place d'aides pour la réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectifs. La mise en place d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain, ce qu'on appelle les OPA-RU, mais ça vous connaissez, sur certains centres-villes des villes-pôles. La prise en charge donc, d'un loyer et ses charges locatives d'un logement dédié aux victimes de violences conjugales. L'expérimentation, au moins pendant 1 an, de l'habitat temporaire chez l'habitant, l'HTH, là, faut qu'on trouve d'autres financements. On en avait parlé lors du dernier conseil communautaire, je crois. Et l'aménagement d'une aire de grand passage. Donc ça, je vais en reparler. Je vois que ça vous fait... vous êtes heureux quand je parle de ce sujet-là, c'est normal. Je vais l'aborder dans le prochain point, là, juste après, sur les gens du voyage, dans le cadre du schéma départemental. Donc l'idée, c'est d'arrêter ce programme local de l'habitat et d'autoriser Madame la Présidente à consulter l'ensemble des communes de Sud-Vendée Littoral sur ce projet de programme local de l'habitat. Et je peux répondre à toutes les questions, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui ou même après, si ça vient. Il n'y a pas de questions. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe, je tiens à le dire parce que c'est un gros travail. En effet, tu dis bien, c'est un travail qu'on mène quand même depuis plusieurs années avec les services, bien entendu, que je remercie parce que il faut s'adapter au territoire. Il a fallu aussi qu'il y ait une bonne compréhension du nombre de logements. Enfin, c'était pas tout n'était pas simple. Et en effet, comme tu le dis bien, c'est pas figé. C'est ce vers quoi on doit tendre. Et ce sera peut-être pas si facile. En fait, on s'est tous dit sur les productions de logements que c'était trop peu, etc. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce sera peut-être pas forcément si facile que ça à atteindre de toute façon. Mais l'habitat, on sait très bien que, quand on en parle à nos entreprises et autres, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà, merci. Vas-y. Et puis le point suivant, le point numéro 5, je continue du coup. L'avis sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Alors ce schéma départemental, donc il a été présenté avant cet été, hein, donc
toutes les collectivités étaient invitées, que ce soit élus ou même les services. Et il est composé de 2 parties. Il y a un diagnostic et des dispositions prescriptives et non prescriptives à l'échelle des communautés de communes, et de manière plus générale à l'échelle du département. Et puis après, une mise en œuvre opérationnelle du schéma décliné en fiche action. Alors après, je peux partir sur le diaporama, il n'y a pas de souci. Donc il est valable pendant 6 ans, donc 2023 à 2029. Je ne vais pas tout reprendre, parce que ça sert à rien. Donc il y a forcément un avis favorable de la commission départementale. On peut aller sur la slide suivante. Donc l'objectif, l'objectif de ce prochain schéma départemental, c'est l'amélioration des conditions en effet d'accueil. La mise en place de projets innovants, j'en parlerai tout à l'heure, c'est par exemple des terrains familiaux locatifs. L'accompagnement des ménages précarisés, donc là c'est tout ce qui est projet social. Vous allez voir en fait qu'en plus au sein de Sud Vendée Littoral, il y a déjà des choses qu'on fait. C'est dans des prescriptions, mais on est déjà en fait comme il faut. Et des déclinaisons donc territoriales, c'est-à-dire des spécificités en fonction de chaque communauté de communes, et puis finalement un petit peu comment ça s'organise tout cela. La slide suivante. Alors, concernant les aires permanentes, ça permet de faire un peu une rétrospective depuis 3 ans, depuis 2020. Donc on a eu la rénovation de l'aire permanente. Donc pas par rapport à ça, c'est bon. C'est important, je vous le dis, après vous êtes libre de votre vote, bien entendu, mais dans le cadre du schéma départemental, ça a été validé le fait qu'on passe de 10 emplacements à 6 emplacements sur cette aire permanente. Ça peut vous sembler un détail, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a exactement la même surface qu'avant, sauf que la place pour une caravane, ça a augmenté en fait. La réglementation a évolué. Et lorsqu'on a rénové l'aire permanente, ça a été des discussions avec la préfecture. Et au départ, ils n'étaient pas pleinement acquis à l'idée de réduire le nombre d'emplacements. Donc là, le fait que ça soit clairement marqué dans le cadre du schéma départemental, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il valide le fait qu'on soit passé de 10 emplacements à 6 emplacements. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'autrement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut racheter des terrains pour agrandir le nombre d'emplacements. Donc s'il y a un enjeu important là dans le cadre du vote de ce schéma départemental, c'en est un en l'occurrence. C'est celui-ci pour nous. Parce que ça nous permet de continuer de travailler sur d'autres choses. Parce que vous allez voir que l'aire de grand passage, je crois que c'est la slide suivante. Oui. L'aire de grand passage, c'est bon, là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi, parce que ça, c'est prescriptif, donc c'est une obligation. L'aire de grand passage, si on regarde dans le temps, je crois qu'il y avait eu 3 schémas départementaux là, où c'était prescriptif justement, l'aire de grand passage. Donc ça veut dire que certes, c'est une obligation, mais il n'y a pas, pas un coup près pour que ce soit fait. Bon, là en l'occurrence, dans l'aire de grand passage, ça commençait à être assez urgent. Donc là, pour le coup, on a le terrain, on a l'emplacement, donc les travaux, ils vont pouvoir commencer l'année prochaine. Dans le cadre d'ailleurs d'un programme normalement d'aide de l'État qui financera une partie des travaux. Normalement, ça va être opérationnel pour l'été prochain. Voilà. De toute façon, c'est l'objectif, c'est que ça soit opérationnel l'été prochain. Donc voilà pour les... Alors oui, après, l'ancrage des gens du voyage. Là, je vais être assez simple dans les dispositions prescriptives concernant notre communauté de communes. Parce que là, si on regarde, c'est de manière un peu plus globale au niveau départemental. Il y a 2 possibilités. Il y a soit un lot avec un logement social adapté à la caravane, c'est-à-dire que c'est en fait un logement social dédié à des gens du voyage, ou un terrain familial locatif pouvant aller de 2 à 6 places caravane. Là, clairement, je pense que un logement social à destination du gens du voyage, c'est pas forcément une superbe idée. D'autant plus que les bailleurs sociaux, de manière générale, ils rentrent pas en fait dans ce dispositif-là. Ils rentrent plus dans les terrains familiaux locatifs, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement de la même façon que des logements sociaux. Vous avez une commission d'attribution,
Mais sauf qu'il n'y a pas de dur, il n'y a pas de construction, enfin des choses importantes. Parce que là, si on commence à rentrer dans les logements sociaux, bon, peut-être qu'il faut attendre que les relations s'apaisent encore un petit peu plus avec les gens du voyage. Mais bon, on peut en débattre, hein. Il n'y a pas de problème. Après, ces terrains familiaux, c'est en général des terrains qui appartiennent à une collectivité et on passe par un bailleur social pour louer ces terrains. Et puis après, on a un accompagnement donc socio-éducatif des gens du voyage. Dans le cadre de Sud Vendée Littoral, avant même de commencer les travaux de réaménagement de l'aire permanente, on avait déjà réfléchi à un projet social. Je rappelle qu'au sein de cette communauté de communes, on a une accompagnatrice sociale, ça coûte quand même 8 000 € par an, pour justement accompagner les gens du voyage. Ça veut dire que Sud Vendée Littoral, par rapport à d'autres communautés de communes, sur ce point-là, est en avance. C'est-à-dire qu'on avait du retard sur certains sujets, par exemple l'aire de grand passage. Maintenant, on a l'aire permanente. L'aire de grand passage donc, va voir le jour. L'accompagnement social se fait. Et là où il faut qu'on poursuive la réflexion, c'est pour ça que c'est important de valider là, le nombre d'emplacements pour l'aire permanente pour qu'on puisse mettre ça de côté. Travailler justement sur ces terrains familiaux locatifs. Et puis après, vous avez des dispositions non prescriptives. Donc là, c'est plus des incitations, mais pas obligatoires. Avec l'aménagement d'une aire de petit passage. Et puis l'engagement sur l'intégration de la résidence mobile dans les documents de planification et d'urbanisme dans le cadre des projets d'ancrage des gens du voyage. Mais je serais tenté de dire que ça, c'est un prolongement de la prescription concernant les terrains familiaux locatifs. Les deux sont liés finalement. Donc si on résume, l'enjeu, il est de valider le nombre d'emplacements sur l'aire permanente, et puis valider finalement l'idée de réfléchir aux terrains familiaux locatifs, en se concentrant sur peut-être des endroits où il y a plus de problèmes avec des gens du voyage qui sont un peu dans une logique de sédentarisation une partie de l'année, mais qui sont hors cadre en fait. L'idée, c'est de continuer à essayer de construire progressivement un cadre pour limiter les problèmes avec les collectivités. Voilà. En sachant qu'il y a sur certaines communes peut-être plus de facilité que sur d'autres, voilà, faut le retravailler, il faut travailler avec les communes, quoi. Donc il faut qu'on émette un avis. Donc l'avis, c'est favorable ou pas favorable, mais avec les enjeux que j'ai évoqués. Je peux réexpliquer autrement ou expliquer d'autres points concernant ce schéma départemental des gens du voyage. Les terrains, ce que je ne comprends pas, c'est entre ancrage et gens de voyage, c'est quoi? C'est des terrains qui les louent d'ailleurs, qui payent? Ah ben c'est eux. Ils payent vraiment? En fait, oui, il faut partir du principe que oui. Après, oui. Parce que après, c'est toujours la même histoire. Non, mais je vais répondre à cette question. Parce que je pense que après, il peut toujours y avoir des situations où ils ne payent pas. Mais la réalité, c'est que plus vous avez quelque chose de cadré, et moins vous avez ce genre de désagrément. Le souci, c'est que lorsque vous avez quelque chose, un cadre, où il n'y a pas de règles, en fait, finalement, où ils sentent qu'il y a des trous dans la raquette, et bien là, c'est le meilleur moyen, en fait, pour avoir des problèmes. À partir du moment où vous avez quelque chose qui est structuré et organisé, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aussi, hein, avant de rénover l'aire permanente. On a retravaillé aussi avec le prestataire pour travailler sur le règlement, pour savoir, et puis un règlement qui soit tenable aussi. Parce que parfois, on peut mettre des règles, tout ce qu'on veut, en disant ça va être comme ça et comme ça, mais il faut faire quelque chose qui soit applicable. Donc finalement, ce qui concerne les autres dispositifs là que j'ai pu évoquer, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est pas simplement la structure qui est importante, c'est le cadre global avec des règles. Et puis, il y a aussi cette réalité-là. Hein. Ça dépend parfois des personnes qui sont en lien avec les gens du voyage. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver avec des périodes où ça se passe bien, parce que la personne qui fait l'interaction entre les gens du voyage et la communauté de communes, ça va. Et parfois, elle part, et puis après on a une autre personne, et puis on a une période où c'est plus compliqué. Mais ceci étant, nous,
tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est travailler sur le règlement et faire un règlement qui soit applicable. Voilà. Mais oui, ils payent. Enfin, là, de manière... alors, ça sera jamais un long fleuve tranquille. Faut pas se raconter d'histoire. Moi, s'en fiche, en faire un règlement. Ah oui, c'est sûr que plus on cadre, plus on a de chance d'éviter les débordements. Mais on sait tous, qu'on soit dans les communes, qu'on soit commerçants, de toute façon, ils ont à peu près rien à faire. Ils passent, on force, ils ne respectent rien. Après, Je ne sais pas combien de fois on a rénové les aires je sais pas, c'est la troisième fois, donc qu'on rénove l'air permanent de Luçon. On a déjà dû voter ça au mois de soir, je pense, comme ça. Et bon, voilà, c'est vrai que c'est énervant et personne n'est favorable parce qu'ils font chier le monde en clair. Ils défoncent, ils abîment, ils ne respectent rien, ils ne payent pas. Et on revote à chaque fois des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour rénover des trucs sur lesquels en plus on n'arrive même pas à faire respecter le règlement. Après, par rapport à ça, déjà, je pense que quand on utilise le terme générique de gens du voyage, ça reste un terme générique. Parce qu'entre les grands passages, les petits groupes, je veux dire, on ne peut pas non plus généraliser. Après, je pense que sur chacune de nos communes, il y a des sédentaires qui cassent les pieds aussi. C'est pas une spécificité des gens du voyage. Enfin, à part si dans vos communes, vous n'avez aucun sédentaire, parfois casse-pied. Peut-être que c'est possible. Après, non, mais je termine juste. Après, je vous... deuxième chose, par rapport à l'aire permanente. Comme j'ai dit, je ne suis pas de boule de cristal, on verra pas... je ne sais pas comment ça se passera à l'avenir. Là, ce que je sais, c'est que cette année, on a fait le bilan, c'est quand même mieux. Sur l'aire permanente, j'entends. L'aire de grand passage, en l'occurrence, elle n'existe pas. Donc là, aujourd'hui, la réalité, c'est que vous pouvez appeler tout ce que vous voulez les gendarmes, ils ne peuvent pas intervenir. Et même avec l'aire de grand passage, ça ne sera pas complètement très simple. Mais là, pour le coup, sans aire de grand passage, de toute façon, c'est Disneyland. C'est ça, la réalité. C'est qu'il n'y a aucune règle. Parce que la réalité, c'est que la collectivité, t'es pas dans les clous. Donc, après, bien sûr que moi aussi, parfois, il y a des choses qui m'énervent. Mais il y a deux possibilités. Soit on continue à être énervé et puis on ne fait pas changer la situation. Soit on essaye de mettre un cadre pour que ça soit moins le bazar et que les relations s'apaisent en partie. Parce que si on ne fait absolument rien, c'est clair que sur un plan légal, sur un plan juridique, même le rapport avec la préfecture, là, on est complètement hors les clous. Voilà. Après, il y a une spécificité aussi au niveau de Sud-Vendée littoral, c'est que la moitié sud de la communauté de communes, qui est plus proche du littoral, elle est en zone naturelle. Et vous avez des gens du voyage qui veulent être proches du littoral et qui se mettent sur des terrains qui sont pas dans les clous. Sauf que là, aujourd'hui, on peut appeler les gendarmes autant qu'on veut, et tant qu'on n'a pas une aire de grand passage, ça ne sert à rien, clairement. Et puis, je pense que pour certains, ils vous l'ont dit, qu'on était hors la loi. Donc c'est difficile de faire respecter la loi quand nous-mêmes, on n'est pas dans le cadre de la loi. Après, ça n'enlèvera rien aux difficultés qu'il peut y avoir. Mais ça dépend quand même des groupes. Ça dépend des familles aussi. Oui, je pense Voilà. qu'il faut là où tu as raison, il faut pas stigmatiser, il faut y aller avec beaucoup de rondeur et se dire que on doit rentrer dans un cadre légal, chacun a son mode de vie, son mode de fonctionnement, ça nous correspond ou ça ne nous correspond pas, mais je veux dire, il faut qu'on rentre dans un cadre légal. On a l'aire permanente, en effet, sur lequel on a 6 emplacements, ça s'est bien passé cette année, c'est vrai qu'on a eu des difficultés, cette année ça se passe bien. Moi, je suis très contente qu'on ait réussi à aller sur les 6 et non pas les 8 ou les 10 qui nous étaient demandés au départ. On s'est un petit peu bagarré. Je pense que si on a un cadre, en effet, les choses s'apaisent. Il faut savoir peut-être converser, échanger. J'entends bien, c'est jamais très simple. On est tous parfois en difficulté. Mais bon, on va construire quelque chose qui nous permettra de répondre à leur accueil. Moi aussi, je râle de temps en temps, où j'interviens, où j'arrive en disant « Ah non, vous ne mettez pas là ». On va avoir quelque chose de construit pour qu'ils aient un accueil selon le mode de vie qu'ils ont choisi. Avant parce que je vois Laurent qui veut intervenir, juste quand on voit je veux dire n'importe quel élu, moi y compris, quand on additionne tous les travaux qu'il y a eu sur l'aire permanente, j'ai réfléchi à tout ce que je pouvais faire avec dans une commune. Mais ceci étant, une fois qu'on a fait ça, on n'a toujours pas avancé sur le problème, en fait, c'est ça. Donc il faut qu'on essaye de cadrer au maximum, il n'y a pas le choix. Et après, oui, il y aura certainement des périodes où ce sera plus compliqué parce que celui qui fait le lien, c'est lié beaucoup à la personne qui fait le lien. Et si ça change, parfois, on peut se retrouver dans certaines difficultés.
Oui, Laurent, excuse-moi. Oui, je voulais dire que je sais pas si ça sera un cadrage qui sera respecté, et j'entends ce que tu dis, je partage, mais c'est surtout un outil juridique pour tous les maires. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es maire d'une commune qui est envahie par 200 caravanes, la préfecture te dit une chose. Est-ce que la première question, c'est pas vous êtes en risque, vous avez peur, on a besoin de quelque chose. Non, c'est est-ce que les routes sont bloquées? Première question. Et deuxième question, avez-vous prévu un délestage? C'est-à-dire qu'à aucun moment, on nous pose la question de savoir si on a un pépin, si on est en risque, si on est en sécurité, et si ça pose un problème, ou s'il y a même une violation de la propriété privée ou publique. Comme on n'a pas d'aire de passage, comme on n'a pas structuré justement ce qui permet au préfet de nous dire « Ok, j'arrive, j'interviens », aujourd'hui, son seul souci, c'est est-ce que ça bloque en cas de pépin, en cas pour les pompiers, pour les surveillances d'urgence, etc. Et il n'y a que là où il te dit ah ben alors si ça bloque, monsieur le maire, trouvez un terrain. Et on se retrouve systématiquement comme ça. Alors nous, on a trouvé une solution un peu raide, même très rude, c'est-à-dire que c'est Fort Knox, notre commune, on a creusé des tranchées tout autour, il n'y a plus personne qui arrive, donc ça retourne un peu vers la tranche. Mais voilà, je veux dire, on en est là, quoi. Donc au bout d'un moment, on préférait quand même avoir la possibilité de dire à ces personnes, écoutez, on a quelque chose sur la communauté de communes, et puis peut-être qu'ils n'iront pas. Mais en tous les cas, on peut les faire s'en aller. C'est clair, il y a cette place, c'est complet, mais ça ne suffit pas. En fait, il y en a plein qui se mettent en dehors, d'une façon sauvage. Donc, est-ce qu'il est envisagé de... Non, d'accord. Et Grand Passage, là, actuellement, nous, on a 70 caravanes, c'est la 3e semaine sur le terrain de rugby, parce que la pelouse est bien verte, c'est confortable. Ils nous ont même nargué en enlevant leurs chaussons, en disant c'est vraiment très confortable. Donc, voilà. Pour autant, ils disent, c'est quand l'aire de Grand Passage? Donc, on leur a dit, c'est à l'étude. Mais... Non, c'est plus qu'à l'étude, là. C'est que là... Mais non, mais attends, laisse-moi finir ma phrase. Je t'expliquais, parce que ce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont dit, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais de toute façon, ce serait bien de nous concerter, parce que si le terrain ne nous plaît pas, nous n'irons pas. Oui, mais de toute façon, je veux dire, oui, mais ça, c'est récurrent. Mais le truc, c'est que là, au-delà de ça, si tu as une aire qui est... Parce que là, au lieu de l'emplacement, c'est une chose, c'est surtout la façon dont c'est aménagé, quand même. Aussi. Parce que lorsque tu as... Ils aiment bien, c'est comme dans beaucoup de corps de métier, ils aiment bien être concertés, et c'est soi-disant, il faut concerter le pasteur. Moi, je te répète ce qu'on m'a dit, oui. C'est pas moi qui gère cette problème. Mais n'empêche que nous, actuellement, on a les effets collatéraux, donc c'est simplement... mais non, mais j'entends. Mais donc, d'où l'intérêt, c'est de dire qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas d'aire permanente et pas d'aire de grand passage. Il y a 3 ans, là, lorsque... Ah ben non, l'aire permanente était défoncée. Oui, non, mais je sais. Mais oui, mais sauf que tu as quand même des groupes familiaux qui viennent aussi l'hiver. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, parce qu'il faut plus de terrain, mais il y a 3 ans, quand j'ai pris cette délégation-là, il n'y avait rien. C'est-à-dire que l'aire permanente, il n'y en avait pas, et l'aire de grand passage, il n'y en avait pas. Donc après... il n'y a pas de problème, c'est justement l'objet du schéma départemental, c'est de trouver d'autres emplacements pour essayer de cadrer au maximum. Mais on peut... il y a plein de problèmes encore à gérer, et moi ce que je dis, c'est que depuis 3 ans, on a l'aire permanente qui a été refaite, et on a l'aire de grand passage, ça fait quand... Oui, non, mais je le dis quand même. Je t'ai pas dit que tu n'avais rien fait. C'est pas moi. C'est qu'en fait... On s'en moque de moi, en fait. C'est pas le problème, ça. Le problème, c'est les maires qui se retrouvent, comme le dit Laurent, complètement... ils n'ont pas aucun pouvoir, c'est-à-dire que, étant donné qu'on n'est pas dans un cadre, c'est impossible d'agir finalement lorsque vous avez 200 caravanes qui débarquent. Non, c'est quand même, c'est-à-dire que là, après, pour faire des arrêtés et d'expulsion et tout ça, là, vous rentrez dans un cadre précis. Mais après, est-ce que ça va, est-ce qu'on va être dans le monde de oui, et est-ce que tout... Mais... En fait, ça permet au préfet de demander à la gendarmerie ou au service de police de relever
les immatriculations et de gager chaque véhicule ou chaque caravane qui est sur un lieu qu'une propriété privée ou espace public, là où elle ne devrait pas être, cette caravane ou cette voiture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité sociale ou l'assurance vie des gens du voyage, c'est leur caravane, parce qu'ils en prennent très soin, vous regarderez, elles sont toujours nickel. Et gager leur caravane, c'est pas ce qu'ils aiment le mieux. Parce qu'on ne peut pas la revendre. Donc voilà, c'est un outil. Et que je nous, vais on met en faire- place tout le temps. Et là, le truc, c'est que lorsque vous avez 200 caravanes et que vous n'avez pas d'aire de grand passage, moi, ça m'est arrivé sur le Vendéopole. Là, j'étais juste élu maire. Je crois que ça faisait à peine un mois. Et j'en ai eu trois grands passages là, durant l'été 2020. Là. Et le résultat, c'est que vous pouvez appeler le gendarme autant que vous voulez. Alors, s'il vous accompagne, parce que, voilà, c'est mieux. Mais sauf qu'une fois, d'ailleurs, j'ai pas été accompagné, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée. Si vous n'avez pas d'aire de grand passage, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes hors les clous. Et donc la discussion avec les préfectures et la gendarmerie, l'État de manière générale, c'est clos. Alors après, est-ce que tout sera parfait? Non, mais en tout cas, là, on aura des leviers, comme le dit Laurent. Donc après, est-ce que vous émettez un avis favorable ou pas concernant le schéma départemental? Je peux juste dire, moi, je ne mets pas une pièce, je vais pas être très long, je ne vais pas remettre de pièces sur les sujets que vous avez déjà traités. C'est simplement, et c'est pour ça que je voterai le schéma, c'est non prescriptif. Moi, ce qui me pose problème, et on en a parlé, c'est plus la partie concernant donc, la réflexion sur l'intégration de la résidence mobile dans les documents de planification et d'urbanisation dans le cadre du projet d'ancrage donc des gens du voyage. Ce que moi j'entends dans ces phrases-là, c'est grosso modo, vous avez des gens qui achètent des terrains dans nos communes, classés A, N ou autres, et on en a sur nos communes. Et grosso modo, là, on dit, ce serait bien de réfléchir à demain à ce qu'on puisse les autoriser, parce qu'aujourd'hui, nos PLU ou nos cartes communales disent que c'est pas possible. Et moi, ce qui me gêne, autant, et la présidente l'a rappelé, c'est un mode de vie, c'est le leur, et moi je le respecte, autant par contre demain, moi il me semble que si on accepte en zone agricole ou en zone naturelle de sédentariser des gens, du coup, pour moi, et à mon sens, juridiquement, il y a une rupture d'égalité devant la loi. Et donc là, ça me pose problème auprès des administrés. Donc c'est pas prescriptif, donc ça me va bien, mais si ça l'avait été, c'est ce que j'en pense, je n'aurais pas voté forcément pour ce schéma. Après, je maintiens là. On ne peut pas autoriser quelque chose sur un terrain où c'est pas possible. Là, ça a été le cas quand même pour l'aire de grand passage. Hein. Oui, mais en zone A, regarde, Oui, non, mais là on te dit pas, on te dit simplement engager une réflexion. Donc aujourd'hui, c'est le cas, je prends le cas du centre limite de Luçon-les-Manines. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui sont propriétaires d'un terrain, qui y vivent à l'année dans leur caravane, donc c'est pas autorisé, c'est hors la loi, et pour autant, si demain on dit réfléchissez à ça. Moi ça me gêne parce que sinon, peut-être que d'autres personnes vont vouloir vivre différemment et on pourra le respecter, parce que c'est normal, si on respecte pour l'un, on respecte pour tout le monde. Donc je trouve que ça peut être dangereux. non, Mais après, c'est pas prescriptif. après, non, puis même, on en a discuté. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est bien de rester dans un cadre quand même. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même aussi nous, en tant qu'élus, qui, déjà, on va faire un point sur là où c'est compliqué là, où justement les zones là dont tu parles, où il y a des regroupements ici ou là, pour voir ce qui est possible ou pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Parce qu'au-delà des gens du voyage, c'est les questions de l'équité par rapport aux habitants de cette communauté de communes. On ne peut pas autoriser quelque chose sur une zone naturelle ou une zone agricole, alors que pour un particulier, c'est pas possible. Mais sauf que là, à un moment, c'est nous qui le décidons. Je veux dire, l'État ne va pas nous imposer de valider des terrains agricoles ou des terrains en zone naturelle. Ça, c'est pas écrit. Mais j'ai jamais vu ça dans le cadre du schéma départemental. En plus, j'y ai assisté. Je suis allé à La Roche pour assister au schéma départemental. Je vous invite à y aller, hein. Parce que, à aucun moment, c'est ça. Si je pousse la réflexion, c'est-à-dire que grosso modo, on va nous dire qu'en zone U, on autorisera le caravaning, ce qui n'est pas le cas chez moi par exemple. Donc quelqu'un qui n'aura pas les moyens demain va acheter un terrain en zone U et puis vivra ad vitam aeternam dans une caravane. Après, on verra au fur et à mesure. Après, moi, je suis pas Superman. Hein. J'ai pris cette délégation de l'habitat. Non, mais je sais. Mais sauf que c'est quand même, c'est pas moi. On s'en fiche. Je le redis, c'est pas moi, mais c'est quand même moi qui l'apporte la politique avec la présidente. Donc c'est pas la question de moi. C'est à un moment, il faut que, c'est mon rôle. Autrement, ça sert à rien d'avoir une délégation. Mais dans les PLU, il y a déjà des réglementations. Donc, mais on ne pourra pas au-dessus de la réglementation qui est inscrite dans le PLU. C'est
dans le PLU, on interdit les caravanes, comme dans ma commune, c'est juste provisoire, on le laisse 2 ou 3 mois, mais après ils s'en vont. Donc ils ne pourront pas aller au-dessus. Puisque on a déjà dans les PLU une réglementation. Qui engage une réflexion sur l'intégration. Non mais, oui, si. De toute façon, ça c'est non prescriptif. Oui, mais dans notre PLUI, lorsqu'on va le mettre en place, à nous d'y mettre des réglementations qui font que... je vois pas pourquoi on pourrait autoriser dans des parcelles N, alors que c'est interdit pour les particuliers, qu'on autoriserait des gens à venir squatter le terrain avec une caravane. Donc il faudrait qu'on soit vigilant et qu'on dise stop, non. 2 choses, puis on va peut-être passer au vote. Par rapport aux choses prescriptives, c'est un terrain locatif, enfin terrain familial locatif. Donc de toute façon, on ne peut pas le faire dans une zone où c'est pas possible. Et puis deuxième chose, je sais pas. Pour moi, on s'en fout de moi. Si c'était pour moi, honnêtement, j'aurais jamais accepté de prendre la délégation des gens du voyage. Je veux dire, je le fais parce que, voilà, je veux dire, ça fait partie de l'habitat, c'est une politique globale. Mais c'est pas moi, on s'en fout. C'est juste essayer de faire en sorte qu'il y ait un cadre pour que tout le monde s'y retrouve. Moi, en tant que maire de Saint-Hermine, mais c'est en tant que maire de Saint-Hermine, c'est pas en tant que Philippe Barré. Je veux dire, c'est pas la question. La question, c'est juste avancer pour avoir un outil juridique, là, comme disait Laurent, et un cadre pour les maires, pour qu'ils soient plus à l'aise lorsqu'il y a des gens du voyage, point. Et je dis juste qu'on peut aussi se féliciter quand même, c'est loin d'être parfait, mais depuis 3 ans, ça s'est quand même amélioré un peu. Voilà, c'est tout. Si vous voulez pas voter le schéma départemental, moi je pense que c'est regrettable, mais c'est votre choix. Hein. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va le mettre aux voix. Du coup, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Tu vois, Philippe. Oh, ben, je suis un Non, mais on a bien, en fait, l'intérêt de cet échange aussi, c'est de se dire qu'il y aura une vigilance à porter, en effet, sur nos documents d'urbanisme, nos documents de planification, c'est de voir comment on peut l'inscrire et d'avoir toujours cette idée, cette notion d'équité sur la population selon leur mode de vie. Enfin, voilà, c'est vraiment l'enjeu à travailler. Et l'apprentissage de la guitare, ça m'offre, il est cool. Bien. On va passer au sauveteur secouriste. La délibération qu'on vous propose, donc c'est dans le cadre de la circulaire du 2 octobre 2018, qui demande aux employeurs publics de généraliser la maîtrise des gestes de premier secours pour leur personnel. Et donc, on a au sein de la collectivité Sud-Vendée Littoral quelqu'un qui est assistante de prévention, formatrice sauveteur secouriste, et donc qui est en capacité de proposer ces formations initiales et également les formations de recyclage. Donc, dans le cadre du schéma de mutualisation, ce qu'on vous proposerait, c'est qu'à partir du 1er octobre 2023, pour les communes qui sont intéressées, c'est de passer des conventions pour mettre à disposition l'agent afin qu'il intervienne dans vos collectivités pour former les personnels ou les recycler si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première délibération. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? Des gens s'abstiennent? Parfait, merci. Et donc ensuite, qui dit prestation dit... Comment? Dit éventuellement, oui, paiement. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'était indiqué dans le corps de la délibération suivante, on est sur de la TVA. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est un tarif de 20 € hors taxe par jour et par agent, ce qui fait donc 24 € TTC. Bien sûr, c'est une prestation, hein, ou si vous avez d'autres prestataires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, il n'y a pas d'obligation particulière. C'est plus dans le cadre du schéma dont s'occupe Arnaud qu'on vous propose ce service. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre le tarif? Des gens s'abstiennent? Merci. Alors, le sujet suivant concerne l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et avant de rentrer dans la délibération à proprement parler, pour les anciens territoires qui étaient auparavant à la redevance, certains d'entre vous ont eu... oui, c'est ça, Présidente, la mauvaise surprise, puisque c'est son cas, d'obtenir un rôle de la part des EFIP, dans lequel on vous demande donc de payer les ordures ménagères sur vos bâtiments publics. Donc pour ceux qui ont de nombreux bâtiments ou pas d'ailleurs, les montants sont assez importants.
Bien évidemment, vous serez exonérés, en tout cas c'est notre volonté, hein, comme le sont les anciens territoires du Pays de la Mer et de Saint-Hermine. Il y a eu un petit couac avec la DDFiP, donc c'est en cours de régularisation. Hein. Ils ont encore un peu de temps, je parle sous le contrôle de Régis. Mais donc, ça peut surprendre, hein, parce que je pense aux collectivités, je vois l'île d'Elle, Mareuil, qui ont un bâti important, un bâti public important. Les montants sont importants. La présidente me disait pour sa salle de sport, on est à 2000 € de taxes, donc Voilà. qu'elle n'aura pas à payer. Donc si vous recevez les rôles, à la rigueur, vous vous rapprochez des services, et nous on fera ce qu'il faut. Oui. Mais c'est un couac. Voilà. Ceci étant dit. Oui, ben oui, puis je préfère que. Non, mais c'était important. Enfin, moi, j'ai L'info. échangé avec certains d'entre vous. Ah oui, t'avais. Bah, Ouais. Voilà. Non, mais c'était important parce que c'est vrai que Après, si j'ai tu veux quelques payer, René, collègues il y a qui ont pas de appelé, c'était un peu. si tu veux payer, tu payes quand même. C'était Nathalie, c'était 1000 €, toi. Ouais, 1200, oui. Ben voilà, on était sur des montants. Bon, voilà, vous avez l'information, donc on va régulariser tout ça. Pour ce qui nous concerne, donc c'est ce qu'on vous propose, c'est d'exonérer toute une partie de personnes qui paient en fait ce qu'on appelle la redevance spéciale, puisqu'ils payent une taxe par ailleurs. Donc vous aviez en annexe le fichier, le listing, donc j'imagine que certains d'entre vous sont allés voir, ou quasiment tous d'ailleurs, vous allez voir ce qui concernait les entreprises de vos communes. Donc là, c'est une libération qu'on a l'habitude de prendre pour éviter de leur faire cumuler forcément redevances et taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ça? Non, pas d'anomalie constatée? Oui. Ah oui, t'es dessus. Oui. Oui. Du coup, des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Délibération suivante, c'est donc sur le budget principal. On a des créances irrecouvrables. Donc le trésorier nous a adressé 2 courriers. Un premier dans lequel il nous demande d'effacer 538,50 €. Le suivant, 2315,52 €. Le total, c'est 2854,02 €. Bon, vous connaissez, là on est sur des procédures de liquidation judiciaire. Donc on est sur l'impossibilité de recouvrir. Et donc ce qu'on vous demande d'inscrire sur sollicitation du trésorier, c'est le montant de 2854,02 € sur des impayés de prestations de services pour la collectivité. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? Les gens s'abstiennent? Merci. Dans le même esprit, on est sur le 702, le budget déchets ménagers. Donc là, on a différents courriers du trésorier. Le montant total, pour aller un peu plus vite, c'est 3330,02 €. Et même question qui vous est posée, c'est d'inscrire donc en créance éteinte ce montant au budget. Des questions? Oui. Je ne pourrais pas donner de nom, par contre. Non. Non, mais ce que je veux dire, dans l'organisation du paiement des ordures ménagères, Oui. ces sommes Oui. ne seront plus dues après. C'est C'est l'État qui va. qui prélève, c'est les services de l'État qui prélèvent. Avec les... Je veux dire, on n'aura plus un dû de la commune vis-à-vis de l'État. Ah ben, Si j'avais cru comprendre ce qui avait été dit. c'est l'État qui collecte. Oui, donc l'État. Oui. Oui, t'es pas sûr. Mais de toute façon, ce budget-là va disparaître. On va en parler dans 2 minutes. Le 702 va disparaître. Oui, c'est sur la redevance. C'est nous qui collectons. C'est nous qui collectons. Et bien justement, sur le... on a voté ça? Oui. On a voté? Oui. La libération suivante, là, c'est les créances irrecouvrables. Donc on est sur des montants assez conséquents. Il y avait déjà eu l'année dernière, si vous vous rappelez, un petit peu plus de 100 000 €. On est... Comment? On n'a pas voté? Le 11. Ah, merci. Pas le 11. Le 10. On a voté le 10. Oui, on arrive au 11 là. Oui. Ah, bon, là, on peut se boire, on vote. Ah, ben, on va le voter. Sur les 3330,02 €. Les gens sont contre? S'abstiennent? Merci, René. Tu as raison. Sur les créances irrecouvrables, créances admises en non-valeur. Donc c'est ce qu'on vous disait, ce fameux budget de 702, on fait depuis maintenant 2 ans un gros travail de clarification avec le trésorier. Alors j'entends, c'est énorme, oui, sauf que c'est un budget sur lequel on avait des bases de données, ce sera tout l'enjeu de ce qu'on va devoir faire là, sur les années qui arrivent. On a des bases de données avec des redevances impayées depuis, pour certaines, 2017, 2018.
avec des gens qui sont plus sur le territoire depuis un certain nombre d'années. Donc ce travail-là, en fait, c'est simplement qu'il a... Alors, et je jette la pierre à personne parce qu'on a une part de responsabilité, il n'a pas suffisamment été fait, mais parce que dans le cadre de nos bases de données, il y a un toilettage qui doit se faire de manière beaucoup plus efficace. Et c'est tout l'enjeu qu'on aura demain, parce que quand on parle d'enjeux à 8, 9, 10 millions de redevances à terme, c'est clair que si on n'est pas plus... Enfin, pas plus... On avait un taux de recouvrement qui était quand même malgré tout très bon. Sauf qu'on s'aperçoit que finalement, en faisant ce travail de régularisation, il est un peu moins bon que ce qu'on avait imaginé, parce qu'effectivement, il y avait des redevances qui n'étaient pas pleinement payées. Donc là, si ces montants sont conséquents, c'est parce que le trésorier il sait qu'on veut absolument clôturer ce budget pour la fin d'année. Donc là, on est sur le dernier gros montant et on est pur et on passe à autre chose. Voilà, donc c'est vrai que c'est 114 458,69 €, mais de toute façon, encore une fois, avec des redevances qui datent de 2017, 2018, 2019 pour la majeure partie de ce qui vous est demandé. Les gens, moi je suis incapable de les retrouver, et je pense que le trésorier également. Des questions, des observations? On me voit, des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Toujours dans les... C'est vrai que, alors tu vois, tu es gens du voyage, puis moi je suis en train de parler à chaque fois d'argent perdu. Le trésorier nous a informé que dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire pour clôture d'insuffisance d'actifs, prononcée donc le 21 juin 2023 par le tribunal de commerce, on se retrouve donc avec un effacement de dette à hauteur de 34 921,56 €. C'est à la fois des loyers et une taxe foncière pour une entreprise qui occupait des bâtiments, enfin un bâtiment, l'espèce nous appartenant, pour lequel je ne peux pas vous donner de précision au niveau du nom, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Je les me vois, des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. On a ensuite des délibérations concernant des modifications du budget. La première, c'est sur le budget principal. Donc, on vous explique qu'en fait, on a inscrit en recette des cessions, sauf qu'on n'a pas à s'inscrire sur le fonctionnement, mais il faut les inscrire en investissement. Du coup, on retire 95 000 € de recettes en fonctionnement et on réduit également le virement à la section d'investissement. Et en contrepartie, donc on inscrit les 95 000 € de cession et donc, par effet d'équilibre, on réduit de 95 000 € la prévision qui était prévue donc, concernant le virement de la section de fonctionnement, tout simplement. Des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. La suivante, c'est sur le budget des déchets ménagers. Donc, par rapport aux délibérations qu'on vient de prendre précédemment, il faut augmenter le montant des dépenses pour les créances admises en non-valeur. Donc, on avait déjà inscrit des crédits, mais qui n'étaient pas suffisants. C'est la raison pour laquelle on vous propose d'inscrire 99 459 €, de mettre 10 000 € en charge exceptionnelle. Et puis, la bonne nouvelle quand même de la soirée, c'est que notre cotisation Trivalis, finalement, elle était moins chère que prévu, donc soit parce que la revente de matériaux, je crois que c'est ce que j'ai compris, a été un peu meilleure que ce qu'on imaginait. Donc finalement, on va récupérer 109 459 € de la part de Trivalis, qui compense ou pas, on serait bien que ce soit en plus, mais en tout cas, au moins, voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc simplement, on inscrit 109 459 € de plus en fonctionnement sur ce budget-là, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Et puis, dernière délibération, finance, concerne donc le budget annexe atelier relais. C'est également une DM, la seconde. Donc là, ce qu'on vous propose, tout simplement, pour constater là aussi les créances éteintes, c'est d'inscrire 10 000 € donc aux créances éteintes, de réduire de 10 000 € la section virement d'investissement. Et puis, par effet ricochet, en dépenses, on réduit de 10 000 € le dépôt et cautionnement. Et puis, on réduit de 10 000 € le virement de la section de fonctionnement, tout simplement. Des questions? Est-ce que des gens sont contre? Des gens s'abstiennent? Merci beaucoup. Et nous poursuivons avec Jam. Un petit marché de prestations, donc, avec un groupement de commandes pour la gestion de diagnostic et schéma directeur des systèmes d'assainissement d'eau usée. Je vous rappelle que la commune doit obligatoirement prendre la compétence en 2026, si la loi ne change pas.
Et donc, on a réalisé un groupement de commandes et qui a été avec le titulaire, c'est DCI Environnement. Il y a la commune avec la station d'opération du parc atlantique et puis 17 communes intéressées. D'autres avaient déjà fait leur diagnostic ou le font régulièrement. Il y en a pour 597 000 environ, un transfert hors-taxe et une durée de 16 mois. Mais il y a eu quelques soucis pour pouvoir faire les conditions de la nappe à l'hiver 2023 n'ont permis la réalisation de la campagne de mesure de nappe haute. Il faut avoir, ça va être assez long, hein, donc ils n'ont pas pu tout faire. Donc c'est reporté à l'hiver 2024 et janvier, février 2024. Et puis d'autres communes, la campagne de mesure nappe haute a été réalisée au mois d'avril, mais ils n'ont pas pu faire, n'a pas été compatible avec la réalisation des inspections nocturnes. Donc c'est reporté. Donc il convient de prolonger le délai d'exécution simplement. Hein, donc c'est un avenant qu'il faut prendre pour que la prolongation soit faite au 31 décembre 2024. Donc c'est des raisons techniques. Hein. Donc vous avez des questions? Non. Donc je propose d'approuver donc l'avenant. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. À vous. Merci, Jam. Et nous passons à Laurent. Oui, pour l'élaboration d'une stratégie de gestion des risques liés au changement climatique, en fait, dans le cadre de notre planification du territoire, on souhaite anticiper les effets du changement climatique sur justement notre territoire et nous doter d'une stratégie de gestion des risques, notamment les risques d'érosion du trait de côte, de submersion, d'inondation, mais on pourrait rajouter aussi d'incendie, puisque maintenant on a ces nouveaux risques qui arrivent. Donc, je vous informe que le marché public relatif à l'élaboration de cette stratégie a été lancé et doit être fait. On a donc un marché qui se compose d'une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles. La tranche ferme, c'est la réalisation de l'étude stratégique de gestion des risques, c'est-à-dire quel est le diagnostic, quel est l'état de notre exposition au risque. Et puis la tranche optionnelle, c'est d'abord une tranche pour l'élaboration du PICS. Alors, le PICS, c'est quoi? C'est le plan intercommunal de sauvegarde. Vous savez que toutes les communes, depuis juillet 2021, et tous les maires ont l'obligation de construire leur plan communal de sauvegarde pour prévenir avant, pendant et après la réalisation d'un risque majeur, mettre en sauvegarde et les biens et les personnes de sa commune. Et donc, chacun devait le faire, mais on s'est vite rendu compte avec l'État, d'ailleurs pour ceux qui avaient été impactés, que le jour où une commune est impactée, si elle n'a pas les communes autour, c'est très difficile d'organiser justement les secours, en tout cas, répondre aux besoins de la population qui, elle, peut avoir vraiment des soucis ou être traumatisée. Donc on a vraiment besoin des communes autour. Donc le plan intercommunal de sauvegarde trouve tout son intérêt. Et c'est dans ce cadre-là que la tranche optionnelle vous est proposée, vous verrez tout à l'heure. Et puis une autre tranche 2, pour la préparation et l'animation de réunions supplémentaires. C'est-à-dire que quand on vous aura donné le plan des bons comportements à avoir avant, pendant, après. C'est pas parce que vous avez le mode d'emploi que d'un seul coup on sait l'organiser sous stress, et donc il faut l'apprendre, il faut savoir le mettre en œuvre. Et donc pour ça, on vous propose donc un marché qui a été lancé il est fixé pour 27 mois à compter de sa notification. Et après analyse des offres que nous avons vues avec les services, il apparaît que l'offre économiquement la plus avantageuse, mais aussi techniquement la plus ciselée, est l'offre du bureau d'études Neoci SARL, qui est à La Rochelle, qui en fait regroupe un groupement composé de Calixis, certains doivent connaître, pour les avoir déjà utilisés en 2010 jusqu'à 2015. Le cabinet d'avocats DLGA, avocat associé, qui est à Lille, Numérisque, qui en fait une société qui fait de la data et qui permet d'entraîner tous les conseils municipaux par ordinateur, par smartphone, justement à l'organisation, la gestion du risque et d'un événement majeur. Donc en fait, ce sont des simulations qui vous sont envoyées, vous êtes formés régulièrement. Et vous l'avez aussi? On a des essais de programmer fin du cours. D'accord. Vous verrez que même avec, c'est pareil ludique, mais très très vite on se prend au jeu et très très vite on comprend la tension et le stress qui peut arriver en cas de problème. Il y a l'assurance, évidemment, la SMAC, qui a une rétro-expérience évidente. Et puis, ce montant de la tranche ferme s'élève à 152 375 €.
Et puis les montants de tranche optionnelle pour le PICS 56 250, et puis pour la suite, les réunions supplémentaires qui pourraient avoir lieu pour acculturer en fait tout le monde, serait d'un montant de 1 750 €. Voilà. La candidature est recevable, évidemment, elle présente toutes les garanties, et on vous propose d'attribuer le marché relatif à l'élaboration de ces stratégies aux acteurs dont je viens de vous parler, d'autoriser Brigitte Hibert, la présidente, à signer tous les documents inhérents et d'attester que les dépenses correspondantes sont bien inscrites au budget de l'exercice concerné. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Brigitte, c'est le point 18. Pardon? Le point 18, Brigitte. Oui, c'est bon. J'étais en train de me parler. Éric, pour la suite. Oui. Alors, pour la suite, le point 18, c'est le marché de prestations de services pour les maintenances. C'est le marché de maintenance multitechnique des bâtiments de la communauté de communes. Le lot 5 correspond à la vérification réglementaire des équipements de sécurité incendie, de trappe des enfumages. Donc, le marché a été signé. Je descends, voilà, avec l'entreprise Vio qui a son siège à Échiré. C'est un marché du 14 décembre 2022 et il n'avait pas été intégré les trappes de désenfumage de la piscine Onicéane. Donc on va ajouter ces éléments-là à vérifier, et c'est ce qui correspond à un avenant qui vous est proposé de 258,75 € par an, soit une augmentation du marché de 5,04%. Est-il des questions? Je vous propose d'acter cet avenant numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. D'autoriser Madame la Présidente à tout signer. Le point suivant, c'est 19, toujours marché de prestations de services. Maintenance des bâtiments, toujours. Le lot 6, c'est la vérification réglementaire des équipements de sécurité, extincteurs, fermissement, tranche optionnelle. Et là, après la visite de contrôle, on s'aperçoit qu'il y a des pièces défectueuses, donc on va acter et puis les demander de passer à la tranche optionnelle, c'est-à-dire la phase de dépannage. Donc on déclenche la tranche optionnelle numéro 1 après les contrôles préalables pour un montant de 2 500 € par an et réaliser finalement les travaux de réparation. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis le point numéro 20, troisième délibération concernant le marché de maintenance, toujours pour les bâtiments de l'intercommunalité. Et là, c'est tout simplement le lot 10, la maintenance dépannage de matériel de cuisine. L'avenant numéro 1, c'est le changement d'entité de l'entreprise, parce que l'entreprise Froid Service qui avait le marché a été racheté par l'entreprise ERCO. Donc c'est juste un changement d'entité. Je vous propose d'acter ce changement pour le lot, l'avenant numéro 1, pour le lot numéro 10. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et voilà. Merci Eric. On continue sur la commande publique. Du coup, un avenant qui concerne les contrats d'assurance. On avait déjà acté un marché qui avait été conclu donc en début d'année pour une prime annuelle de 39 445,12 €, donc ça concerne nos bâtiments. On a passé un avenant en mars 2023 d'un montant de 16 184,78 €. C'était pour des bâtiments qui n'avaient pas pu être assurés sur le Vendéopôle, des grosses entreprises qui avaient des particularités. Donc on avait passé cet avenant. Et là, aujourd'hui, on vous propose donc un avenant numéro 2 pour un montant de 1 340,80 € à l'année, donc pour la période qui nous intéresse, de 683,26 €, et ça concerne le bâtiment, l'ex-garage Citroën, donc à côté du siège.
Ce qui fait que ça nous porte le montant annuel de la prime à 56 970,70 €. Il vous est donc proposé d'approuver l'avenant numéro 2 concernant le lot 1, dommages aux biens et risques annexes relatifs au marché de souscription des contrats d'assurance de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, de m'autoriser donc à signer le dit avenant du marché et d'inscrire les dépenses correspondantes. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Alors, on poursuit. Là, on va plus sur le domaine économique et en l'absence de Bruno, je vais vous les présenter. On va commencer d'abord par une abrogation d'une délibération. Ça concerne une entreprise qui s'appelait Équipe TP qui a modifié son projet. Elle devait aller initialement sur un site de la communauté de communes et puis elle s'oriente sur un autre lieu. Elle reste sur le territoire, mais elle va sur Luçon. Donc, il vous est proposé d'abroger la délibération qui porte en cession d'une emprise foncière à détacher de la parcelle du terrain, cadastré, etc. Vous aviez situé sur le Vendée au pôle Sud-Vendée Atlantique, commune de Saint-Jean-de-Beugnier, au profit de Équipe TP. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. En fait, elle se dirige vers un bâtiment qui est déjà construit, donc avec plus de facilité pour l'entreprise et plus de rapidité pour s'y implanter. Ensuite, on est sur des ventes. Alors, l'acquisition de parcelles sur la zone d'activité des Roches, sur la commune de Luçon, d'abord auprès de la commune, puisque là, ça concerne, in fine, deux entreprises qui sont l'ASCI des 50, donc c'est tenu par M. Brogui, et puis, c'est l'entreprise, l'enseigne Jouet Club, et puis l'autre, c'est Décra. Solution, Décra. Donc, du coup, eux, ils veulent acheter chacun une emprise, pour les uns 119 mètres carrés, pour les autres 339 carrés, je croyais. Non, 255. Non, 255. Un 119, un 255. Et pour ce faire, on doit d'abord acquérir une parcelle auprès de la ville de Luçon, donc, qui nous est proposée au prix de 9 000 € hors taxe. Donc, il vous est proposé d'acquérir les parcelles de terrain cadastrées ZT 338-339, donc sur la commune de Luçon, respectivement 119 mètres carrés, 255 mètres carrés, soit une surface de 374 mètres carrés au prix de 9 000 € net vendeur, étant précisé que les frais notariés dus sur la présente acquisition seront à la charge de la communauté de communes et les frais de division parcellaire à la charge de la commune de Luçon. De m'autoriser à signer l'acte notarié et puis de me faire représenter le cas échéant par un vice-président. Y a-t-il des questions? On va passer aux ventes après, non? Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Non, je vous remercie. Et ensuite, du coup, on passe aux ventes aux entreprises. Donc, tout d'abord, on est sur la vente de la parcelle de terrain pour la SCI Flogam. Donc là, c'est celle qui concerne l'entreprise, le gérant de contrôle technique Décra, qui est basé à Luçon. Et donc, compte tenu du prix d'acquisition de la dite parcelle auprès de la commune de Luçon et de l'estimation des frais notariés, il est proposé à l'Assemblée de céder le dit terrain à la SCI Flogam au prix de 3 202,42 € hors taxe, TVA sur marge en sus, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. Donc, et puis évidemment de m'autoriser à signer les documents ou de me faire représenter. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis, la même chose pour la deuxième parcelle au profit de l'ASCI des 50, donc près du magasin Jouet Club. Et cette fois, c'est pour une superficie de 374 mètres carrés. Donc, il vous est proposé de céder la parcelle cadastrée section ZT 339 d'une superficie de 255 mètres carrés. Je me suis trompée en vous disant... Si, c'est bon. On la détache de la parcelle 374 mètres carrés. Sur la commune de Luçon, à la SCI des 50 ou à toute personne morale mandatée par cette dernière, au prix de 6 862 €
32, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser à signer l'acte authentique ou me faire représenter. Y a-t-il des questions? Bon, je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je continue sur la vente et là cette fois on est sur la zone d'activité ferme neuve sur la commune de Luçon au profit de la société ACTSL ou toute société civile en cours de formation. Donc la société elle est basée à Luçon, elle est spécialisée dans les contrôles techniques de véhicules de particuliers professionnels. Et du coup, ils ont posé une option sur la parcelle cadastrée ZT 299 d'une superficie de 1319 mètres carrés. Et il vous est donc proposé de céder le dit terrain au prix de 25 € hors taxe le mètre carré, soit un montant de 32 975 €, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. Et vous aviez aussi dans la délibération, on ne vous le met pas toujours, on ne l'a pas toujours mis, les modalités consenties pour cette vente qui concernent le délai maximal pour l'acquisition, enfin pour au moins constituer le dossier inhérent à la vente, et puis les délais aussi pour les constructions, pour voilà. Donc en fait, on a rédigé en accord avec le notaire donc des modalités qui permettent de sécuriser à chaque fois nos ventes et d'avoir l'assurance qu'on ait une construction qui soit portée sur ces terrains-là. Alors, il vous est donc proposé de céder la parcelle cadastrée ZT 299, zone d'activité économique ferme neuve sur la commune de Luçon, d'une superficie de 1319 m² à la société ACTSL ou à toute société civile immobilière en cours de formation mandatée par cette dernière, étant précisé que ladite vente est consentie suivant les modalités énoncées ci-avant, constituant un élément substantiel et déterminant de l'engagement de vente de la collectivité. De consentir cette vente au prix de 25 € hors taxe le mètre carré, TVA sur la marge en plus, étant entendu que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser à signer le compromis de vente, l'acte authentique et tous les documents, ou de me faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on va cette fois sur Saint-Hermine au niveau du foyer logement de la Smagne et du foyer logement des Marronniers pour une résiliation amiable du bail amphithéotique qui lie les deux établissements et la communauté de communes. Ce bail amphithéotique, il a été conclu le 19 mars 2014, modifié ensuite en 2018. Et on va procéder ensuite, si vous en êtes d'accord, où je vous proposerai une vente d'une partie d'une maison, mais qui est inclus dans ce bail amphithéotique. Donc l'idée, c'est d'avoir une résiliation amiable de ce bail amphithéotique qui nous permette de finaliser la vente. C'est évidemment le SIAS en a délibéré et a donné son accord en date du 6 septembre 2023. Donc, vous aviez le rappel sur le bail amphithéotique avec, sur la commune de Saint-Hermine, donc le foyer logement de la Smagne, et puis sur la commune de La Caillère Saint-Hilaire, le foyer logement les Marronniers. Donc, il vous est proposé d'accepter la résiliation amiable par anticipation du bail amphithéotique administratif en date du 19 mars 2014, publié au service de la publicité foncière de Fontenay-le-Comte, modifié par avenant 15 octobre 2018, entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, le bailleur et le CIAS Sud-Vendée Littoral, l'amphithéâtre, contrat portant sur les ensembles immobiliers tels que détaillés ci-avant, résiliation amiable par anticipation à la date de signature notariée du nouveau bail administratif amphithéotique et de m'autoriser à signer tous les documents, c'est vrai qu'on verra mieux, et ou de me faire représenter. C'est vrai que... Ouais. Si, on peut appuyer longuement. Oh, tout d'un coup, là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette résiliation? C'est juste vraiment pour nous permettre de passer. Alors, vous allez voir que la délibération suivante, c'est d'avoir un nouveau bail qui va exclure en effet cette parcelle-là, et puis après de procéder à la vente. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, auquel cas je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante, donc je ne vais pas tout vous relire, puisque à partir du moment où on a accepté la résiliation par anticipation du bail emphytéotique de 2014, du coup, il vous est proposé de consentir un nouveau bail sur la durée exactement du bail qui restait à courir sur le précédent bail, pardon, c'est-à-dire jusqu'au 18 mars 2049. Et sur les mêmes conditions, c'est-à-dire un bail à l'euro symbolique. Donc il n'y a aucune modalité n'est changée dans l'écriture de ce nouveau bail, hormis, évidemment, on a enlevé la parcelle concernée, enfin le terrain concerné. Donc il vous est proposé de décider de la conclusion d'un bail emphytéotique administratif suivant les modalités définies ci-avant, étant précisé que la résiliation du bail emphytéotique administratif du 19 mars 2014 prendra effet au jour de la signature du nouveau bail, objet de la présente, de m'autoriser à signer l'acte authentique et ou faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et hop, et on conclut cette étape-là avec la proposition de la vente d'une maison d'habitation, l'ancien logement de fonction du foyer logement de la Smagne. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la maison, quand on arrive au foyer logement, c'est la première maison à gauche. Donc cette maison, elle a été construite en 1971. Elle comprend une entrée, une cuisine, un séjour, un salon, 4 chambres, une salle de bain, un WC, un dégagement, une véranda, une chaufferie, un garage, pour 111 mètres carrés. Alors, il vous est proposé... vous avez le futur acquéreur qui est mentionné sur le document. L'acquéreur s'est engagé à ne pas utiliser les places de parking du foyer logement, parce que c'est une contrainte, on sait très bien qu'elles sont quand même bien souvent saturées. Donc du coup, eux, ils ont besoin de 4 places pour leur fonctionnement au quotidien, ils se mettront derrière. Et puis après, pour les places des clients, s'il y en a toutefois, ils se mettront un petit peu devant. Et puis, des servitudes seront créées pour permettre le passage des canalisations souterraines d'eau potable, électricité, gaz et téléphonie, et l'assainissement collectif et l'accès aux dits bâtiments. Le prix proposé pour acquisition de ce bâtiment est de 120 000 €. Alors, je vous lis le corps, puis après vous me direz s'il y a des questions. Donc, il vous est proposé de constater préalablement la désaffection du domaine public de l'ensemble immobilier 71 route de La Rochelle à Saint-Hermine, situé sur les parcelles actuellement cadastrées section ZR numéro 20 et 221, étant précisé que ces dernières sont en cours de division, d'approuver son déclassement du domaine public intercommunal pour le faire entrer dans le domaine privé intercommunal, de céder le bien immobilier tel que défini ci-avant 71 route de La Rochelle à Saint-Hermine, parcelles actuellement cadastrées ZR 20 et 221P, à la SCI Marianne ou toute personne morale s'y substituant au prix de 120 000 €. C'est une vente hors champ d'application de la TVA, étant précisé que les frais de géomètre et les frais de séparation de réseau seront à la charge de la communauté de communes et les frais notariés ainsi que les frais inhérents à la mise en service des nouveaux compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphonie seront à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser à signer l'acte notarié ou de me faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non, dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie et je passe la parole à Dominique. Merci Madame la Présidente. Donc là, des délibérations que vous connaissez, un peu toujours les mêmes. Là, c'est la passation d'un avenant, donc l'avenant numéro 2 à la convention d'études entre la commune de Nallier, la communauté de communes et l'EPF pour la friche Les Petites Puces, vous savez, qui est à l'entrée de Nallier, que vous connaissez tous. Pour rappel, donc, une convention d'études a déjà été passée entre la commune de Nallier, la communauté de communes et l'EPF, donc le 1er avril 2021, sur le périmètre donc, des Petites Puces pour un projet de renouvellement urbain à vocation d'habitat.
La commune d'Annalier et l'établissement public foncier de la Vendée souhaitent modifier l'article 4 de la convention d'études portant sur la durée de ladite convention. En effet, il s'avère nécessaire de prolonger la durée de la convention dans l'attente de la décision du tribunal administratif et de poursuivre au fond ou non le recours engagé par l'acquéreur évincé dans le cadre de la préemption par l'EPF de la Vendée du bâtiment Les Petites Puces. Il est proposé donc de proroger la durée de la convention pour 12 mois. Voilà. Donc, pour ce faire, donc, il y a une modification à l'article 4, durée de la convention, ce qui est remplacé donc par l'article suivant. La durée de la convention est fixée à 42 mois à compter de la date de signature des présentes. Cette durée pourra être modifiée en application de l'article 23 de la présente convention. Voilà. Les autres articles, eux, sont inchangés. Donc, il vous est proposé d'accepter la passation de l'avenant numéro 2 à la convention d'études entre la commune de Nallier, l'EPF de la Vendée et la communauté de communes, et d'autoriser la présidente à signer l'avenant numéro 2 susvisé et tous les documents relatifs à ce dossier. Avez-vous des remarques et des questions? Monsieur le maire étant absent, il ne peut pas répondre ou apporter des précisions, mais enfin, vous connaissez le dossier. Donc, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. La 31e délibération, c'est la passation d'un avenant, donc numéro 1, la convention d'action foncière initialement passée entre l'EPF de la Vendée, la commune de l'Île d'Elle, donc une autorisation de signature. On rappelle que la convention d'action foncière passée entre la commune de l'Île d'Elle et l'établissement public foncier de la Vendée, le 30 décembre 2021, concerne une friche à l'entrée du bourg, le long de la RD, route de La Rochelle, et plus précisément les parcelles cadastrées, section AE 60 et 61, ainsi que la section AD 226, 250, 251, 293, sur un périmètre situé en zone UB du PLU. Elle vise à réaliser un projet de logement sur le secteur de l'ancienne briqueterie. L'Assemblée est informée que la commune de l'Île d'Elle, l'établissement public foncier de la Vendée, souhaite modifier la dite convention pour les raisons suivantes, afin d'intégrer la communauté de communes en tant que signataire de la convention, bien sûr, et permettre ainsi une délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée. Préciser également qu'au paragraphe de l'avenant que la date a changé au 1er janvier 2017 et non au 16 décembre 2021. L'objet de l'avenant serait donc rédigé ainsi. Au 1er janvier 2017, la communauté de communes suivant des littorales a pris la compétence PLUI et de fait le droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines ou à urbanisées des PLU en cours, etc. Pour préciser bien sûr les choses. Également donc d'ajuster la durée de la convention et les modalités de paiement. Le projet étant assez complexe, du fait du fort niveau de pollution, nécessitant davantage de travail sur les scénarios de gestion, avec par ailleurs une nouvelle acquisition en cours de négociation pour disposer de davantage d'espace pour le futur projet. La convention nécessite donc d'être modifiée, avec donc notamment pour les signataires, donc rajouter bien sûr la communauté de communes suivante littorale, concernant la durée de passer de 2 ans à 4 ans, concernant l'engagement financier qui était de 1 500 000 euros, de le passer à 1 800 000 euros. Concernant le prix, donc le paiement du prix à la convention, c'était à la revente. Et là, donc, possibilité d'avance sur cession. Et montant du fonds des friches, le montant du fonds friche, ajout d'un montant maximum de 880 000 euros. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'accepter donc la passation de cet avenant numéro 1 et d'autoriser la présidente à signer l'avenant numéro 1 et toutes les pièces nécessaires au dossier. Peut-être que Joël va apporter des précisions sur le dossier. Pardon. Il y a la possibilité donc d'agrandir le périmètre. Donc il y a 2 parcelles qui se vendent où le PF va préempter. Donc il fallait l'accord du Conseil communautaire. Concernant le projet en lui-même, il restera identique à ce qui nous a été proposé, donc une partie en logement, en maison d'habitation, et l'autre partie sera dédiée à des bureaux. Voilà. Le projet est très complexe de par la pollution de certaines zones qui sont très polluées. Voilà. Merci pour les précisions. Y a-t-il des remarques, des objections? Non. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci.
Oui, c'est pour la demande de renouvellement du classement de la SPL Sud-Ouest Littoral Tourisme en tant qu'office de tourisme en catégorie 1. Alors c'est important parce que je vous rappelle que la Vendée est la deuxième destination des touristes européens. Excusez-moi, j'ai dit la deuxième destination ? Oui, c'est vrai. Je crois que je m'étais trompé. Non, parce que des fois, je dis la première et on me rattrape, on dit non, c'est pas encore vous. Non, nous sommes la seconde, et ce qui est important, c'est de savoir, c'est que la Vendée du Sud représente la deuxième destination en Vendée. Donc c'est important, et on grignote, on avance toujours. Donc le classement, on l'a eu parce que nos prédécesseurs l'ont mis en place, on l'a eu le 10 janvier 2019. Il est extrêmement important parce qu'il permet à des tas de communes d'abord d'être classées touristiques, d'autres d'être stations classées, et surtout c'est un phare qui permet à l'ensemble des acteurs du tourisme français et des communicants sur le tourisme de dire voilà, là il y a quelque chose, il faut aller voir. Et ce qui est vraiment important, quand on sait, je l'ai déjà dit, je le redirai souvent, que un tiers de nos actifs dépendent directement ou indirectement du tourisme sur notre communauté de communes. Donc le problème, c'est que ce classement, il est donné que pour 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut le renouveler, et c'est ce qu'on vous demande de nous permettre de faire, puisqu'il va falloir qu'on demande à monsieur le préfet de la Vendée de demander le renouvellement du classement de la SPL, la Société publique locale, en catégorie 1. Et donc, il vous est proposé, à chacun de vous, de permettre de solliciter monsieur le préfet de la Vendée afin de demander le renouvellement du classement de la SPL et puis d'autoriser la présidente à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci beaucoup, Laurent. Et nous poursuivons sur l'environnement avec Pierre. Oui, je vous rappelle que nous avions délibéré en janvier dernier sur le plan de prévention pour réduire les déchets sur 6 ans. Et donc nous rentrons un peu dans une phase plus active, plus concrète. Toujours, nous sommes mobilisés pour passer à la redevance incitative en 2026. Les biodéchets, c'est une nouvelle priorité qui nous est un peu imposée par l'État. Le gaspillage alimentaire aussi, c'est un sujet sur lequel nous sommes tous sensibles. La durée de vie des produits aussi devient un sujet dont on parle de plus en plus. Et puis, donc, la 5e priorité, c'était l'éco-exemplarité des collectivités, communes et communautés de communes, pour accompagner les habitants dans leurs évolutions de pratique. Donc, en fait, cette éco-exemplarité, on propose aux communes de signer une charte. Bien sûr, ce sont les communes volontaires, ça n'est aucunement obligatoire. Et donc, le courrier va bientôt partir, si vous en êtes d'accord. Et donc, les objectifs de cette charte sont les suivants. Il s'agit de développer une culture de la prévention des déchets, pour qu'elle s'inscrive dans le quotidien de tous. C'est facile à dire, c'est sans doute moins facile à faire. Accompagner les communes dans l'évolution des pratiques pour mieux trier et réduire les déchets. Et donc, il y a déjà des expériences dans ce sens-là. Je pense à Chaillé, par exemple, on en reparlera, du bilan avec vous. Voilà. Et puis, permettre à chaque commune et à la communauté de communes aussi d'être acteurs, de fédérer les usagers autour de la prévention. Voilà. Donc, cette charte, elle va être envoyée à tout le monde. Et donc, il y a un fonds commun obligatoire qui est léger, vous l'avez vu dans les annexes, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de ça. Et puis après, chaque commune a la possibilité d'aller sur des axes qui l'intéressent, qui la mobilisent, à condition d'en parler avec nous, bien sûr. Il faut qu'on valide cela. Voilà. Et donc le calendrier est le suivant, un courrier, une proposition qui va être faite aux communes bientôt. On invite les communes à se positionner durant le mois d'octobre, et l'objectif serait de signer cette charte avec les communes volontaires, bien sûr, le 30 novembre. Voilà, donc un peu l'échéancier qu'on propose. Donc c'est vrai que ce soir, on vous demande d'approuver le déploiement de cette charte d'éco-exemplarité, d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces inhérentes à l'engagement de la communauté, et puis d'autoriser Madame la Présidente à signer, ou à co-signer plus exactement, toutes les chartes des communes volontaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour en savoir plus?
Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce projet de charte? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Alors je continue. Voilà. Alors on passe donc au rapport déchets de 2022 que vous avez dans vos annexes. Hein. Donc je vais aller à l'essentiel si vous le permettez. Hein. Vous pourrez lire en détail ce rapport qui est intéressant. Ce rapport de 2022 aussi, je le souligne, c'est la dernière année avec 2 modes de financement. À partir de 2023, comme vous le savez, nous sommes tous à la taxe pour 3 ans. Alors quels sont un peu les messages importants? En 2022, nous avons réduit notablement la production de déchets. En porte-à-porte, plus les points d'apport volontaires, ce que nous, dans le rapport, vous verrez, il est question de collecte à domicile, on a réduit de 1250 tonnes. En déchetterie, on a réduit de 4600 tonnes. Vous voyez, c'est pas neutre. Hein. Alors, une des raisons à cela, je crois, c'est que les campings, en 2022, on a arrêté la collecte d'ordures ménagères. Donc, les campings, ça représentait quand même une grosse masse, et là est principalement le gros écart. Voilà, pour la collecte en porte-à-porte d'ordures ménagères. Pour les déchetteries, voilà, il s'est passé quelque chose quand même. Voilà, alors, le chiffre par habitant qui est intéressant, parce que les tonnes, c'est compliqué, hein, on arrive à un résultat par habitant en 2022, à domicile 250 kg, et en déchetterie 438. En fait, en domicile, on est très proche désormais de la moyenne départementale, hein, la moyenne départementale étant à 247. Donc, on a beaucoup baissé. Hein, et voilà, je pense qu'au niveau collecte des ordures ménagères, on commence à être pas trop mal. En déchetterie, on a encore des efforts à faire, hein, puisqu'on est à 438 kg par habitant, alors que la Vendée est à 341 seulement. Voilà. Donc, en total, on a encore un différentiel de 100 kg. Bon, on l'explique quelquefois parce que c'est par habitant DGF, tout ce que je vous dis là. Hein. Mais c'est vrai que c'est loin de recouvrir la réalité des habitants qui sont là l'été, ici sur la côte. Voilà. Mais quand même, voilà, on s'améliore. Voilà, je tenais à vous dire cela. Voilà. Ce qui est important aussi dans ces chiffres-là, c'est qu'en termes de TGAP, la taxe sur générale sur les activités polluantes, le fait d'avoir diminué les ordures ménagères et le tout venant, eh ben, ça nous rend service, puisque la taxe, on ne la paye pas. Hein, on ne la paye que là-dessus. Donc si on diminue, c'est bon. Voilà. Je voudrais aussi souligner d'ailleurs le travail des usagers, mais des agents aussi en déchetterie, hein, qui font un travail difficile, pas toujours évident, et on voit que là, malgré tout, leur présence, leur accompagnement des usagers, eh bien, s'avère bénéficiaire pour tout le monde. Alors, financièrement, je vais en rester là. Dépenses de fonctionnement, nous sommes à 820, allez, j'arrondis à 825 000. En investissement, un peu plus d'1 million. Et en recettes de fonctionnement, nous sommes à 8 millions, un peu plus de 8 millions. Donc c'est vrai que nous avons un résultat négatif de moins 153 500. Voilà, ça c'est la réalité. Alors, il faut savoir que dans le passé, on avait des chiffres avec des excédents souvent. Mais on s'appuyait sur un mode de comptabilité proposé par l'ADEME qui ne correspond pas à la réalité comptable chez nous. Donc là, maintenant, on est sur la réalité comptable. Voilà. Avec le petite limite, c'est que par exemple, en effet, Nicolas a fait référence tout à l'heure à un excédent en 2022 de contribution à Trivalis, parce que c'est vrai, en 2022, tu l'as dit Nicolas, les cours des matières premières ont été bons, même très bons, ce qui nous a permis de gagner en tout 200 000 euros. Voilà. Alors ces 200 000 euros sont affectés sur la comptabilité, en fait, 2023. Voilà. Mais il faut rester prudent et vigilant. Cette embellie de 2022 ne sera pas tous les ans. Hein, et c'est vrai qu'on continue à avoir un marché des matières premières très aléatoire. Voilà. Bon, pour 2022, on en est là. J'ai envie d'en rester là, à moins qu'il y ait des questions pour plus de précision. Donc c'est un message positif ce soir que je vous propose de conserver. Hein, mais il faut continuer nos efforts. Voilà. Question ? Alors voilà, question. Non. Voilà. Donc, ben, voilà, il nous faut valider ce rapport. Qui est contre la validation de ce rapport?
Qui s'abstient? Merci de votre unanimité. Merci beaucoup. Et nous on continue sur les rapports avec Jam et le SPANC. Oui, donc le service public d'assistance non collectif, qui est une compétence de la commune depuis 2017, je tiens à le rappeler. Quelques chiffres de 2022. Donc il y a bien 21 communes qui sont exclusivement en assistance non collectif et 22 communes qui ont un assistance collectif, mais qui ont aussi, bien sûr, des assignements non collectifs. Nous avons à peu près 12 000 dispositifs d'ANC. 30% des habitations sont en ANC. C'est beaucoup par rapport aux autres territoires vendéens. On a énormément d'assistements non collectifs. Le service étoffé commence à sortir à la tête de l'eau avec, je tiens à le faire remarquer, des éléments compétents. Donc il y a un chef de service, 3 techniciens ANC, puis un secrétariat. Quoi dire? Donc plutôt s'arrêter sur les contrôles diagnostic de vente immobilière qui est fait par le service, avec une hausse spectaculaire en 2021 de plus 55% par rapport à 2019, 590 par rapport à 383, et une baisse qui s'opère en 2022 de 22%, 460. Donc diagnostic de vente, donc certainement un tassement des ventes, mais une hausse par contre des contrôles de conception et d'implantation et une hausse des contrôles de bonne exécution des travaux. Il y a un décalage entre les deux. Voilà, donc ça il faut en tenir compte et je pense qu'il faudra qu'on en tienne compte dans l'avenir compte tenu de la conjoncture. Il a été réalisé des contrôles de bon fonctionnement dans les fameux 12 000, peut-être pas 12 000 parce qu'il y en a qui sont en vente, bien sûr, par le service lui-même. Le document est assez bien fait, il n'y a que 13 pages avec Je vous conseille de le fournir à tous vos conseillers municipaux pour qu'ils puissent bien comprendre comment ça fonctionne. Et il y a même des encadrés en bleu là, qui ont été rajoutés pour montrer ce que le règlement peut nous autoriser à faire en cas de non-réalisation des travaux quand il y a eu une vente. Et je pense qu'on va finir par arriver à mettre donc des pénalités si on peut le faire, mais plutôt des contrôles systématiques avec des coûts. Puisque, voilà. Donc, sinon, les prestations de services, ça avait été attribué à un marché à la SOR, compliqué à lancer, parce qu'il y a une difficulté de trouver du personnel. Il y a quand même eu 690 contrôles qui ont été faits sur les communes des Magny-Régnier, Chanel et Roux, donc 3 communes en 2022. Les résultats montrent qu'il y a un quart des assainissements qui sont conformes, donc ce qui veut dire qu'il y en a 3 quarts qui ne le sont pas. Mais il y en a quand même 66% qui sont non conformes sans délai de travaux imposés. C'est-à-dire que, voilà, il faut pas... Non, on voit la... Mais c'est pas conforme. Voilà. Donc c'est plutôt sur les 7% et 3% là, qui sont... Enfin, il y a 10% il va falloir agir, je pense. Voilà, donc pas grand-chose à dire, moi, sur d'autres, sauf l'argent. Et comme on avait augmenté les tarifications, même si ça fait râler certains, ça permet d'équilibrer, d'avoir un bon bilan financier, puisque c'est surtout le contrôle de bon fonctionnement qui rapporte. Et puis comme il y a eu beaucoup de ventes, donc on est à peu près à un budget de 70 000 euros de dépenses et 25 000 de recettes, avec un résultat d'exercice 2022 de 54 361. Et comme il y avait un report, donc on a à peu près un résultat cumulé de 90 659. Et en investissement, il y a très peu d'investissement, donc un résultat d'exercice de 2200 et puis un résultat cumulé de 23 000. Mais je sais que le vice-président en charge des finances est content qu'on a bien rétabli la situation. Voilà, merci. Il y a donc, pour le temps, il y a des annexes avec des détails. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Il y a des questions, pas de questions? Non? Je peux le faire, donc je vais te faire. Oui, donc je vous propose d'approuver le rapport. Donc c'est une approbation de ce rapport. Puis il faut le mettre en ligne, le rapport et sa libération sur un site, c'est important, parce que, et puis de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le site 6PA, c'est aussi très important, donc il faut que vous l'acceptiez.
Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il faut que je continue. Alors bon, la station d'épuration, nous avons une station d'épuration au Vendéopole de Saint-Hermine. Ça va être très court. Hein. On ne va pas en faire tout un monde. Ses caractéristiques, c'est clair. Hein, c'est peu de clients abonnés, mais c'est des gros, hein, souvent. Peu de réseaux, c'est formidable, parce que ça, c'est souvent un problème. Hein, et puis, donc, peu de postes de relèvement. Mais quand même 2 communes qui sont concernées, hein, pour Saint-Jean-de-Beniers, hein, avec l'assainissement collectif qui rejoint le Vendéopole, et Saint-Hermine pour l'excédent. Qu'est-ce que je peux dire? Les volumes entrants ont largement diminué depuis 2018, hein, avec une apogée en 2019, avec presque 120 000 m3, et 71 000 m3 en 2022. Vous allez me dire, ça fait moins de rentrées, moins de recettes. Bon, c'est exclusivement dû aux fournitures de l'excédent de Saint-Hermine, qui a fait, je pense, un travail avec son nouveau prestataire, et qui est aussi sur les eaux parasites, je pense. Hein, donc, et a bénéficié de pluviométries moindres. Hein, donc ça aide. Parce que quand on aura des pluviométries plus fortes l'hiver, il y a risque d'avoir de retour. Donc, bon, il y a un vrai travail qui est fait en partenariat avec Saint-Hermine sur ce travail. Je ne vais pas rentrer dans les données techniques, les indicateurs avec les boues. Hein, vous lirez, hein, l'épandage des boues, il n'y a pas de nouveauté. Et puis les finances, la finance, ça va bien aussi, puisqu'il y a un résultat d'exercice de 197 000, pas loin, et donc un résultat cumulé de 310 000. Par contre, il y a un résultat d'exercice d'investissement de moins 3 000 et cumulé de moins 112 000, ce qui est normal. Voilà, donc rien à dire sur la STEP, sauf si vous avez des questions particulières. On peut encore accueillir du monde, hein, mais ça dépend le volume. Voilà, vous avez des questions? Non? Bon, je te le laisse. Parce que c'est presque fini, il n'y a plus que 2 points. Tu me le laisses. Donc du coup, alors... il faut l'approuver, hein, simplement. Donc il vous est proposé d'approuver le rapport sur le prix à la qualité du service public d'assainissement collectif 2022 et de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, de mettre en ligne le rapport et sa délibération, et de renseigner et publier les indicateurs de performance sur les 6PA. Y a-t-il... Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à Françoise. Donc moi, je vais vous demander d'approuver la convention du dispositif d'accueil d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales sur le territoire de la communauté de communes. Donc le contrat local de santé comporte une fiche action qui s'appelle « Conduire des actions communes afin d'améliorer les parcours de soins des personnes vulnérables et notamment par la mise en œuvre d'un logement d'accueil d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales ». On a constitué un comité de pilotage donc, avec, bien sûr, la communauté de communes, les services de l'État, la ville de Luçon, le département et l'association SOS Femmes Vendée. Il a fallu écrire un protocole d'accueil pour ces personnes. Il y a eu un travail conséquent de fait pendant plusieurs mois par tous. Et là, on en arrive donc à vous parler du document qui est quasi définitif. Donc, ce logement d'accueil d'urgence s'adresse aux personnes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants, sous condition qu'elles ne disposent pas d'un environnement familial ou amical susceptible de l'héberger immédiatement ou sereinement, qu'elles soient favorables à leur mise à l'abri, ça c'est une condition essentielle, c'est-à-dire que si elles ne veulent pas aller dans ce logement, eh bien, rien ne les oblige. Qu'elles soient accompagnées dans leur démarche de mise à l'abri et dans leur projet de recherche de logement par le Centre communal d'action sociale de Luçon. Je regarde Yveline parce qu'elle a beaucoup travaillé avec moi et d'autres. Donc, le logement peut accueillir une personne victime seule ou avec enfant,
Considérant la superficie du logement T4 avec 3 chambres, une colocation peut être envisagée. Le logement appartient à la ville de Luçon. Il sera loué par la communauté de communes pour un loyer de 663,81 € mensuel, à compter du 1er octobre et non pas du 1er novembre, comme c'est dit sur le document. Bien évidemment susceptible d'évoluer en fonction de l'indice. À l'issue de la signature de la convention avec les services de l'État, une allocation de logement temporaire sera accordée pour un montant de 332,92 €. C'est forfaitaire. Ça n'a rien à voir avec des ressources, c'est en fonction de la contenance, enfin du logement lui-même. Cette allocation sera versée au Centre intercommunal d'action sociale Sud-Vendée Littoral parce que la communauté de communes ne peut pas percevoir directement cette allocation. Donc on a pris une délibération dernièrement au SIAS pour que soit accordé le versement de ces allocations, donc leur soit versé. Ensuite, reverser la communauté de communes. Donc cette dernière prendra également à sa charge les dépenses afférentes aux charges locatives, fluides, etc. Donc la mise à l'abri de la personne victime de violences conjugales prend la forme d'une occupation du logement ou en partie du logement d'accueil d'urgence pour une durée de 30 jours, renouvelable par avenant au contrat de séjour et n'excédant pas 3 mois. Tout ça, ça a été vraiment réfléchi pour savoir quelle durée maximum on pouvait accueillir des personnes, parce qu'on ne peut pas indéfiniment... il peut y avoir, disons, des personnes qui sont en attente. Et bien sûr, les personnes qui sont dans le logement, pourquoi on a mis 3 mois? Parce qu'on a le temps de leur faire rencontrer les services sociaux ou tout autre organisme qui peut les aider, soit à trouver un logement, soit trouver une solution en tous les cas pour qu'elles puissent sortir du logement d'urgence. La demande d'accueil se fait par un prescripteur. Donc ça va être soit un élu, donc chaque commune a donné 2 référents pour être contacté au besoin. Donc le prescripteur, ce sera la mairie, donc à travers ses élus. Ça peut être également l'astreinte de la ville de Luçon en fonction des heures ou des jours. Ça peut être l'hôpital également, ça peut être des travailleurs sociaux, enfin il y a divers prescripteurs. Et également l'association SOS Femmes Vendée. Dès la confirmation de la disponibilité du logement par le CCAS de Luçon ou l'élu d'astreinte, la victime pourra se rendre au logement d'urgence. La ville de Luçon et son CCAS ont vraiment un rôle très important et indispensable à jouer dans cette mise en œuvre. Et c'est vraiment un gros atout. Donc la personne devra se rendre par ses propres moyens, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se déplacer elles-mêmes, ou alors par un transport taxi avec Ambulance Atlantique Côte de Lumière. Donc ça c'est Jussieu, qui est présent sur tout le territoire de la communauté de communes. Et là, ce sera la communauté de communes qui prendra en charge les frais. Donc ces personnes seront transportées vers le logement d'urgence, ou ceux du centre hospitalier du site de Luçon vers le logement d'urgence également. Il peut y avoir effectivement plusieurs départs. Ça peut être une commune, ça peut être l'hôpital, ça peut être autre chose, mais en tous les cas, le but c'est de les emmener au logement. Donc les coûts des transports seront pris en charge par l'intercommunalité au regard de la convention qui sera signée entre la communauté de communes et Ambulance Atlantique, et qui rayonne donc sur l'ensemble du territoire. Donc la mise à l'abri des personnes est formalisée par un contrat de séjour qui lie la communauté de communes et la personne. Il y a forcément des règlements, des engagements réciproques, donc inclus dans un règlement intérieur sur l'utilisation du logement et précise toutes les modalités financières.
Donc, au regard de la durée d'occupation, pour ces personnes, on peut pas, on ne sait pas quelles ressources elles ont. La plupart du temps, quand elles arrivent, elles n'ont plus rien. Elles arrivent juste avec ce qu'elles ont sur le dos, pas de carte bancaire, pas rien, quoi. Donc, on ne peut pas présumer de ce qu'elles pourraient verser comme caution. Donc, il a été fixé un montant à 100 € pour couvrir les frais éventuels de dégâts. Cette convention sera signée pour une durée de 3 ans par les partenaires que j'ai cités plus haut. Et la convention expose les engagements réciproques des parties et inclut en annexe les documents réglementaires afférents au fonctionnement du logement d'urgence, contrat de séjour, etc. Et la dite convention précise également les modalités financières relatives à la mise en œuvre de ce dispositif. Donc, ce logement, le dispositif sera animé toujours par un comité de pilotage pour en assurer le suivi et l'évaluation. Donc la première évaluation sera effectuée à 6 mois lors de l'année N, mais là, donc, non, c'est pas possible puisqu'on va signer en novembre. Et tous les ans, donc au moins une fois par an. Et la signature de la convention est envisagée le lundi 27 novembre. C'est en lien avec la journée internationale des violences faites aux femmes qui est tous les ans se situe le 25 novembre. Donc nous, la signature est prévue le 27. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas voulu vous assommer de plein de choses, donc étant donné qu'il y en a qui sont peut-être pressés de partir voir le match. Non, pas du tout. Alors, franchement. Non, mais allez-y, hein. Franchement, tu te trompes là. Non. Non, pas de questions. Donc, on peut mettre aux voix. Donc, il est proposé d'autoriser la présidente à signer la convention. Autoriser la présidente à signer tout document de contractualisation et la perception via le Centre intercommunal d'action sociale pour l'allocation de logements temporaires et de prévoir les crédits nécessaires. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Des abstentions? Merci. Merci beaucoup pour cette délibération, Françoise. En effet, quelque chose d'important, parce que quand on sera confronté, heureusement que cette structure sera mise en place, ainsi que les formations qui ont été faites. C'est aussi vraiment très, très important. Ok, dernière délibération sur la modification du tableau des emplois. Alors, vous aviez la liste, il y avait 13 modifications dont je vais vous passer l'explication et je vais vous donc demander d'autoriser les créations et suppressions qu'elles sont proposées, de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2023 et de m'autoriser à signer les documents. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Est-il des contre? Des abstentions? Merci. Le conseil est clos. Y a-t-il des questions? Alors, mais pas si vite que ça. Enfin, on y va doucement quand même. J'ai cru que vous alliez arracher la porte. Non. Pas de questions? Je ne vais pas souhaiter un bon match parce que c'est pas vous qui êtes vraiment acteur. Mais bon, je sais pas moi, dans le canapé. Bonne soirée.